La centralisation en France est consubstantielle à l'État. La France est un pays de centralisation. Ça n'est pas une affaire récente. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'ancien régime et la révolution de Tocqueville, qui montre à quel point la monarchie, jusqu'à la Révolution, a concentré le pouvoir. On apprend dans les livres d'histoire que ça a d'abord consisté à mater, si je peux dire, les féodaux en les amenant à la cour et en les coupant finalement de leur territoire. Mais ça a été aussi une centralisation administrative extrêmement forte. Ce qu'on ne sait pas toujours, dans la fin de l'Ancien Régime, on se plaint, et Tocqueville le relate, du fait que pour refaire un mur de soutènement d'une route dans une ville, il faut un arrêté royal, et que cet arrêté prend 1 an ou 2 ans, et on voit les inconvénients d'une centralisation administrative excessive. Et le propos de Tocqueville, c'est de dire que la Révolution n'a fait qu'accentuer, qu'entériner cette centralisation. Elle est, dans la période plus actuelle, elle a demeuré un trait caractéristique de la France. Les maires sont élus à partir de 1871, au terme d'une loi provisoire, qui est confirmée en 1884, mais Paris n'a un maire qu'en 1977, et les départements et régions ont pour exécutif, jusqu'en 82, le préfet. Et c'est tout de même assez extraordinaire de voir que c'est un fonctionnaire qui est l'exécutif de collectivité jusqu'à une époque qui est finalement assez récente. Là, à l'époque, le préfet exerçait sur les collectivités ce qu'on appelait une tutelle, c'est-à-dire qu'il examinait tous les actes des collectivités locales et pouvait les annuler en les considérant comme contraires au droit de sa propre autorité. Et quand la tutelle a été supprimée en 82-83, j'y reviendrai, on l'a transformée en contrôle de légalité, c'est-à-dire que les actes des collectivités locales sont transmis à l'autorité préfectorale de manière systématique et obligatoire. Elles ne peuvent pas entrer en vigueur s'ils n'ont pas été transmis à un service qu'on appelle le contrôle de légalité, ce qui fait que les actes des collectivités locales sont soumis à un contrôle a priori, à une vérification juridique a priori, et si vous y réfléchissez, aucune personne morale, aucune personne physique évidemment, n'est soumise à un contrôle de cet ordre. Une entreprise bien sûr, une association, personne n'est soumis à un contrôle préalable de la légalité de ces actes. Les collectivités locales, en France, on considère qu'il est normal qu'on contrôle leur légalité dès la décision prise par une collectivité, alors même que ce sont des collectivités qui sont administrées par des élus qui ont, à ce titre, au moins une légitimité théorique. Autre aspect qui montre cette espèce d'emprise permanente de l'État sur les collectivités, c'est l'organisation financière. Comme vous le savez sans doute, les recettes des collectivités sont encaissées par un agent d'État, par un comptable public, par ce qu'on appelle un percepteur pour les petites communes, ou un trésorier pour les plus grandes, et les dépenses sont également payées par un fonctionnaire de l'État. Ça nous paraît très naturel, mais dans beaucoup de pays, ça n'est pas un fonctionnaire de l'État qui encaisse les recettes d'une collectivité, ni qui effectue les paiements. Chez nous, ce qu'on appelle la règle de séparation de l'ordonnateur et du comptable, qui est une règle de sécurité juridique, en faisant opérer un contrôle de celui qui paye des éléments financiers produits par celui qui décide de payer, mais ça peut très bien s'organiser dans un autre cadre sans avoir recours à des services de l'État. Donc cette espèce de prégnance de l'État dans la vie des collectivités locales qui est ancienne. Il y a eu une vraie réforme de décentralisation en 82-83. Et à mon sens, c'est la seule. Alors, le ministre de l'époque, c'est Gaston Defferre, qui a été longtemps maire de Marseille, qui est un socialiste grand bourgeois, plus grand bourgeois d'ailleurs que socialiste, et qui a été longtemps maire et qui a certainement
enduré le poids de la tutelle préfectorale. Et en 82 et 83, il fait adopter 2 lois qui ont des conséquences assez considérables. D'abord, l'exécutif des départements et régions reviennent aux élus, au président du conseil général, au président du conseil régional, et les maires obtiennent des compétences assez larges en matière d'urbanisme. Avant cette date-là, c'était des fonctionnaires de la direction départementale de l'équipement qui délivraient le permis de construire. À partir de là, c'est le maire qui délivre le permis de construire. Et donc c'est un changement important parce que c'est une compétence majeure des communes. C'est pas anecdotique, mais Gaston Defferre est un des rares ministres de l'Intérieur, puisque c'est l'Intérieur jusqu'à d'ailleurs au dernier remaniement gouvernemental, ça a toujours été l'Intérieur qui s'est occupé des collectivités locales. Le ministre de l'Intérieur a toujours comme directeur de cabinet un préfet. Et Gaston Defferre avait comme directeur de cabinet un jeune maître des requêtes au Conseil d'État et un directeur adjoint qui était quelqu'un de la Cour des comptes. Volontairement, il n'avait pas pris un préfet comme directeur de cabinet pour préparer ces réformes d'envergure. La volonté affichée de décentralisation continue, puisque en 2003-2004, avec le gouvernement Raffarin, on a ce qu'on appelle l'acte 2 de la décentralisation, acte 2 de la décentralisation qui va jusqu'à une révision constitutionnelle, et désormais, depuis cette révision de 2003, la France est qualifiée de république décentralisée. Autre vague de décentralisation, l'acte 3, pris sous le quinquennat Hollande, 2014-2015 pour les textes principaux. Donc, un affichage politique, mais une réalité qui n'est pas au rendez-vous. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je considère que cette décentralisation est une décentralisation trompe-l'œil. C'est pas son seul défaut, mais la décentralisation, les lois de décentralisation qui ont suivi 82-83 n'ont pas du tout cette inspiration et cette ampleur. Ce que je pense, c'est que à partir de cette date, on a voulu rester en apparence décentralisateur sans très bien savoir quoi faire, sans inspiration, sans ligne, sans vision de ce que devait être l'organisation territoriale de notre pays. Et je vais citer un économiste que vous connaissez sans doute, mais que dans l'enseignement de l'économie en France, on ignore généralement, c'est Frédéric Bastiat, qui est non seulement un économiste, mais un moraliste, et qui écrit « Il n'y a de force que dans les principes, ils sont le flambeau des intelligences, le point de ralliement des convictions égarées. » Je crois que c'est profondément vrai. Et les gouvernements successifs, en matière d'organisation territoriale, n'ont pas eu de principe, n'ont pas eu de vision, n'ont pas eu de ligne. Et on a pris des mesures qui semblaient aller dans le sens d'une décentralisation, sans que ce soit véritablement un mouvement de cette nature, tout simplement parce que ce sont des gouvernements, des ministres, qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient, et ils ont édicté des textes, comme on le fait souvent, en recevant des propositions des administrations, en essayant de faire bonne mesure, en prenant telle ou telle disposition, et sans qu'il y ait une vraie vision, une vraie volonté. Alors, la décentralisation à la française, c'est à mon sens un droit donné aux collectivités locales de dépenser à la place de l'État, et suivant des modalités qui sont totalement définies par l'État. Et je vais prendre quelques illustrations. Les départements, comme vous le savez sans doute, payent le RSA. Ça paraît une politique de décentralisation, puisqu'on confie ce qu'on appelle l'insertion, et notamment le revenu, qui est le revenu minimal d'insertion, qui est le revenu qui est devenu maintenant le RSA, ce sont les départements qui le payent. Bon. Quand vous regardez la réalité des choses, c'est une allocation dont toutes les modalités d'attribution sont définies nationalement. Son niveau, son montant, est fixé nationalement. Il est variable en fonction de la composition de la famille, etc. Je n'entre pas dans les détails. Et donc, une collectivité qui paye le RSA, qui d'ailleurs ne le paye pas directement, puisque on délègue à une caisse de sécurité sociale,
ne fait que payer, mais n'a pas une politique en la matière. Avoir une politique, c'est quoi? C'est dire, je suis peut-être plus sévère que d'autres, s'il n'y a pas eu d'effort réel d'insertion, je vais le diminuer plus rapidement, ou je considère que dans certains cas, les montants doivent être plus élevés. Enfin bref, c'est définir les modalités de cette allocation. Payer au nom de l'État, à la place de l'État, une allocation sur laquelle on n'a aucune prise, on ne peut en rien modifier quoi que ce soit, ça n'est pas faire une politique. C'est tout simplement être un agent extérieur et accessoirement quelqu'un qui très largement prend en charge quelque chose qui a été décidé à l'origine par l'État. Et on peut multiplier les exemples de compétences transférées qui sont en réalité des dépenses transférées et non pas la possibilité de définir des politiques. Je pourrais illustrer de la même manière dans la politique du handicap. Les régions qui se sont vu attribuer la compétence de la formation professionnelle ont un fatras de textes législatifs et réglementaires en la matière qui empêchent d'avoir une vraie politique en matière de formation professionnelle. D'ailleurs, vous avez pu observer que les régions ne sont pas illustrées par des politiques de formation professionnelle particulièrement brillantes, à telle enseigne que, à mon avis, à juste titre, actuellement, on est en train de les leur retirer très largement pour le confier plutôt au secteur de l'économie. Je vous disais qu'une réforme importante en 82-83 avait été de donner les compétences en matière de droit du sol aux communes. Depuis cette date, le déferlement de lois et règlements en matière d'environnement et donc d'urbanisme, de droit des sols, est tel que ce qui apparaissait comme une vraie compétence exercée assez librement par la commune et par son maire, aujourd'hui est un exercice où la décision est tellement encadrée qu'elle en vient à être, j'allais dire, insignifiante, voire même contraire à ce que voudrait l'élu local, puisque les textes nationaux, la jurisprudence, imposent des décisions. Prendre une illustration simple, vous ne pouvez pas, je vais prendre une commune, c'est-à-dire que certains connaissent, l'île aux Moines, commune du Morbihan. Eh bien, le conseil municipal et le maire ont été obligés, à propos d'un lotissement, de faire des terrains minuscules de 400 mètres carrés, parce que c'est comme ça qu'il y a des textes qui imposent aujourd'hui de densifier dans n'importe quelle commune, contre leur volonté. Le résultat est d'ailleurs exécrable, alors même que les conditions particulières dans une île faisaient qu'il eût été bien préférable de ne pas avoir cette contrainte et de ne pas découper de cette manière l'objectif de densité n'ayant sans doute pas la même force dans toutes les communes de France. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que là où il y avait une véritable liberté, les textes l'entravent, et pour beaucoup de transferts, ce sont des transferts qui sont d'apparence et non pas des transferts de compétences dans lesquelles on pourrait définir une politique. Une autre illustration, le domaine de l'éducation. On a donné aux communes, ce depuis assez longtemps, aux départements et aux régions, le soin de s'occuper des bâtiments et de leur entretien, donc pour l'enseignement élémentaire aux communes, pour les collèges aux départements et pour les lycées aux régions. Bon, avouez que quand il s'agit d'enseignement, s'occuper des bâtiments, les construire, les entretenir, les nettoyer, c'est pas forcément ce qui relève le plus d'une grande décision politique. Et l'État a gardé l'intégralité de la pédagogie, des modalités de recrutement des enseignants, des programmes, dans un système qui est d'ailleurs assez extraordinairement centralisé quand on compare à tous les systèmes d'enseignement dans le monde. Et donc, compétences coûteuses, certes, mais compétences à peu près sans intérêt, puisqu'il s'agit de pure intendance, et non pas de ce qui fait le fond d'une politique, c'est-à-dire de décider comment l'enseignement doit être organisé et ce qu'on apprend aux enfants. Voilà, alors tous ces points me font dire qu'on n'a pas perdu cette volonté en France de faire que l'État s'occupe de tout, régente tout, alors même que l'État est aujourd'hui à peu près incapable de rien faire, ni financièrement,
parce qu'il a plus de marge de manœuvre, ni parce que ses services sont devenus à peu près incapables de faire quoi que ce soit. Il transfère aux collectivités, mais conserve la main quand il s'agit de définir les politiques. Alors ça, c'est pour moi un point fondamental. Il y en a un autre dans l'organisation territoriale de notre pays, l'organisation sans art du terme, qui fait que notre système est inefficace, et ce sont des travers qui touchent toutes les politiques publiques en France. Le premier travers, qui est probablement le plus monstrueux à l'heure actuelle, c'est le développement anarchique des normes législatives et réglementaires. C'est un thème de tribune. Souvent dans les campagnes électorales, tel ou tel candidat promet de simplifier, de renoncer à légiférer à tout craint. On a aujourd'hui une accélération continue depuis des années, je dis bien une accélération de la production de normes qui touche au pur délire. Les lois sur les collectivités locales, je disais que sous le quinquennat Hollande, il y avait eu l'acte 3 de la décentralisation, une loi sur les métropoles, la loi MAPAM, une loi qui réorganise les communautés de communes d'agglomération et qui touche les compétences des différentes strates de collectivités, la loi NOTRe en 2015. La première a 97 articles, avec des articles qui font plusieurs pages au journal officiel. La deuxième a 136 articles, elles sont à un an d'écart. 136 articles avec des articles qui font 10 pages au journal officiel. C'est complètement délirant. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, les fonctionnaires dans les collectivités passent beaucoup de temps à essayer d'appliquer des textes d'une complexité inouïe, et quand ils ont fait ça, ils sont tellement épuisés que l'action elle-même est perdue de vue. Alors, les fonctionnaires du département du Morbihan, quand j'ai été élu président, j'ai réalisé ça, et au bout d'un moment, je les ai réunis en leur disant, écoutez, vous allez procéder autrement. Parce que si vous vous laissez enfermer par les textes, vous ne ferez jamais rien de bon. Vous allez réfléchir à ce qu'on cherche à faire pour avoir une politique efficace. Et puis ça, on va le définir. Et puis à ce moment-là, vous allez regarder si c'est compatible avec les textes. Plus exactement, comment le rendre compatible avec les textes. Et là, vous avez une chance d'avoir une action efficace, puisque vous serez parti du problème en cherchant sa solution. Mais les textes sont tellement enfermants dans notre pays que le fonctionnaire, j'allais dire, habituel, qui applique les textes qui lui arrivent, qui sont traduits sous forme de circulaire, est tellement enfermé dans un carcan normatif que la finalité de l'action, que la recherche de son efficacité sont totalement perdues de vue. Et ça, c'est vrai dans toutes les branches de l'action publique à l'heure actuelle, et pour les collectivités, c'est spécialement pesant et spécialement, je dirais, contraire à tout esprit d'initiative et de recherche de performance. Le deuxième aspect que je voudrais évoquer, c'est que nos politiques, et là encore, ce n'est pas une spécificité des collectivités locales, nos politiques ne sont pas pensées, ne donnent pas lieu à une réflexion qui permet d'éviter de faire à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe dans la définition des politiques à l'heure actuelle. On s'engage dans des lois, on les met en œuvre avec des lois infiniment complexes, avec un appareil réglementaire qui est monstrueux, alors même qu'on n'a pas réfléchi au départ au bien fondé de l'orientation qu'on a prise. Alors, je vais en prendre une illustration dans le cas des collectivités locales. La France avait 36 000 communes, elle en a 35 000 maintenant parce qu'on a favorisé quelques fusions. Alors ça paraît beaucoup. Et on dit que la France a plus de communes que tout le reste de l'Europe. Ce qui n'est d'ailleurs sans doute pas vrai, et la comparaison est difficile à faire parce que les dénominations et l'organisation territoriale n'est pas du tout comparable d'un pays à l'autre. Mais l'idée naît donc de les réunir, de les rassembler sous une
forme ou sous une autre. Bon. Sauf que, on n'a pas regardé si la faible taille des communes avait un inconvénient financier, c'est-à-dire si ça coûtait plus cher que d'en avoir moins, et si les petites communes étaient incapables d'assurer des services à la population et qu'il y avait une insatisfaction de la population vis-à-vis des petites collectivités qui n'existeraient pas dans les grandes. Si vous regardez réellement les choses, la dépense communale par habitant est beaucoup plus faible dans les petites communes que dans les grandes. Je ne dis pas la dépense totale, évidemment elle est très faible. Quand vous avez 200 habitants, vous ne dépensez pas beaucoup dans un budget communal. Mais par habitant, elle est beaucoup plus faible que dans les grandes collectivités. Donc, cette espèce de postulat que le nombre de communes en France coûte cher est totalement affirmé par la réalité des faits, par les données chiffrées. Alors, on bâtit à partir de là la théorie selon laquelle il faut favoriser l'intercommunalité. On dit l'intercommunalité, d'abord ça permet d'éviter d'avoir une grande dispersion des services, on améliorera les services, et puis c'est mutualisé, donc ça coûtera moins cher. Il se trouve que l'intercommunalité a été lancée en 2001. Nous sommes à la fin de 2018. Donc on a un recul important pour vérifier si l'intercommunalité fait faire des économies aux communes. Il se trouve que sur cette période-là, la part des dépenses communales et des dépenses intercommunales a continué à croître fortement, et que l'explication de l'augmentation des dépenses des communes et de leurs groupements tient très largement à l'existence de ces intercommunalités. Les dépenses des communes elles-mêmes n'ont pas diminué, et s'y sont ajoutées les dépenses des intercommunalités. Malgré ce constat, qui est un constat d'évidence, qui se voit dans les chiffres, eh bien, on a continué à promouvoir l'intercommunalité, et d'ailleurs, je vais vous dire comment, en faisant quelque chose qui est encore plus bête que ce qui était fait précédemment. Les petites communes, d'abord, les petites communes ne font pas grand-chose. Le maire marie les gens. Il y a le registre de l'état civil. Bon. Est-ce que ça gêne quelqu'un que ce soit fait dans des communes de quelques centaines d'habitants plutôt que dans un service regroupé à l'échelle de dizaines de milliers d'habitants? Non. Les gens sont plus contents d'être mariés ou enregistrés pour l'état civil dans la commune à laquelle ils sont attachés. Et puis, quand il s'agit de faire autre chose, alors je comprends que dans les petites communes, c'est difficile d'avoir le service d'entretien de la voirie. Mais les gens ne sont pas idiots. Et notamment, le législateur du siècle dernier était infiniment plus inspiré, et en tout cas savait mieux écrire la loi que le législateur actuel, puisque après la loi sur les communes en 1884, en 1890, on a une loi sur les syndicats de communes, et il est permis aux communes de se regrouper pour des actions qu'elles ne pourraient pas faire valablement seules. Et en France, sans que l'État s'en occupe du tout, les syndicats de communes se sont multipliés. Et par exemple, pour des services aussi élémentaires et importants que l'eau et l'assainissement, les communes ont créé des syndicats assez intelligemment, c'est-à-dire qu'elles se sont regroupées sur une base géographique assez adaptée d'abord à leur territoire, ont donné des réseaux d'eau et d'assainissement, et la France a été équipée tout à fait normalement, sans que l'État se mêle de dire aux communes, vous devez impérativement vous regrouper. Alors on les a incités à se regrouper à partir de 2001, et en 2015, on leur a dit, vos communautés de communes, communautés d'agglomération, ne sont pas assez grandes. Elles doivent être plus grandes pour être plus efficaces et pour que la mutualisation soit plus forte. Encore une fois, on n'a pas regardé si ça marchait, si c'était mieux qu'avant. On leur dit il faut se regrouper. Et la taille minimale, c'est 15 000 habitants. Alors, évidemment, dans une ville, dans une agglomération, c'est pas difficile d'être à 15 000 habitants. Mais en zone rurale, pour atteindre 15 000 habitants, il faut souvent avoir des communautés de communes qui ont des dimensions qui sont en dizaines de kilomètres, c'est-à-dire que d'un bout à l'autre de la communauté de communes, on va avoir 80 kilomètres. Et donc, là où, dans la vie courante, les élus municipaux sont capables de dire, bah oui, il faut refaire la route, il faut refaire le gymnase, parce que c'est chez eux, parce qu'ils connaissent. Quand il s'agit de faire un
plan local d'urbanisme, ils disent bah oui, là c'est normal qu'on puisse construire sur ce terrain, et sur tel autre, c'est pas normal qu'on construise. Bref, ils ont une connaissance du terrain qui fait qu'ils prennent des décisions généralement assez logiques. Et on trouve dans les communes, j'allais dire des braves gens, qui sont tout à fait capables d'administrer leurs affaires. Quand ils font des travaux, c'est des travaux en centaines de milliers d'euros. Pour eux, ça veut dire quelque chose. Si on passe à une échelle de 15 000 habitants avec des distances considérables, les élus ne connaissent pas l'intégralité du territoire, loin s'en faut, mais qui plus est, ils sont dépassés par la dimension du dossier. Et qu'est-ce qu'on a comme phénomène qui naît de cela? C'est que il y a une fonctionnalisation de l'administration territoriale, il faut des administrateurs, et les dossiers sont traités par une administration. Les élus, qui sont souvent des gens modestes, ne savent pas très bien comment faire avec cette espèce de médiatisation entre le sujet lui-même et la décision, médiatisation via une administration, et on a affaire à des ensembles qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Et donc la loi a imposé des regroupements, a fait d'être des dépenses nouvelles, parce que c'est coûteux, sans rien améliorer, et sans atteindre tout au contraire l'objectif qui était le sien. Alors, vous n'entendez pas, si, on commence à l'entendre, mais vous n'avez pas entendu au début de protestations véhémentes des maires contre cette loi. Pour une raison extrêmement simple, qui est une raison triviale, c'est que dans ces organismes intercommunaux, vous avez des élus, il y a un président, il y a des vice-présidents assez nombreux, si bien que tous les maires à peu près sont vice-présidents, et c'est rémunéré. Il y a une indemnité. Et la dure réalité des choses, c'est que beaucoup étaient contents, tout simplement parce que, certes, ça leur prenait du temps, mais on améliorait l'ordinaire avec une indemnité complémentaire qui, pour des maires de petites communes, était assez appréciable, parce que les maires de petites communes n'ont pas de grosses indemnités, et là, pour beaucoup, on atteignait un niveau d'un salaire à peu près normal en cumulant les deux. Et alors aujourd'hui, vous le voyez dans les médias, les maires en ont assez, beaucoup ne veulent pas se représenter. Alors il y a de nombreux facteurs qui expliquent ça, mais il y a notamment l'intercommunalité qui les coupe des décisions, qui absorbent des compétences de la commune et qui font que là où quelqu'un avait le sentiment d'être utile antérieurement, il ne l'est plus aujourd'hui. Je reviens aussi sur je parlais de l'amoncellement normatif. Il existe aussi dans le domaine financier. Et ça rejoint ce thème que je développais, des décisions infondées, prises un peu n'importe comment. L'architecture financière des collectivités locales était, jusqu'à une date récente, assez simple. Il y avait des subventions de l'État. Bon, pour situer les choses, je ne l'ai pas fait d'entrée de jeu, on parle quand même de réalité importante. La dépense publique locale, c'est 18% de la dépense publique totale. La dépense publique totale, donc vous savez qu'elle fait à peu près 57% du PIB en France, 44% c'est la sécurité sociale, 38% c'est l'État et 18% les collectivités locales. Et c'est une masse qui a augmenté fortement, puisque dans les années 80, elle faisait 8% du PIB, et qu'aujourd'hui, elle est à 12% du PIB, donc croissance forte de cette dépense, et pourcentage significatif de la dépense publique totale. L'architecture financière, je disais, autrefois était assez simple. Il y avait 4 contributions, ce qu'on appelait les 4 vieilles, la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. Et puis, finalement, pas grand-chose d'autre, et c'était compréhensible. La taxe professionnelle a été beaucoup critiquée, elle a été heureusement transformée sous le quinquennat Sarkozy en CVAE, c'est-à-dire un impôt qui a une assiette finalement assez proche de l'ancienne taxe professionnelle, mais qui a, et c'est un énorme avantage, un taux unique dans toute la France, qui fait que cette mauvaise habitude qui consistait à faire payer les entreprises dans certaines municipalités n'est plus opérante. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable capharnaüm. Dans un budget de département, par exemple,
au lieu d'avoir comme autrefois une seule dotation de l'État, il y a 15 lignes de ressources qui viennent de l'État, dont la plupart sont des compensations de dépenses transférées, qui d'ailleurs ne compensent pas, ou à peu près à moitié, les dépenses qu'elles sont chargées de couvrir. C'est devenu incompréhensible. Et personne, je dis bien personne en France, n'a une vision exhaustive des finances locales et notamment des transferts financiers de l'État vers les collectivités locales, transferts financiers qui atteignent quand même 100 milliards par an, pas une somme totalement négligeable. Pour l'illustrer, je vais prendre l'exemple d'une recette qui est une recette à la fois des communes et des départements, qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux. Alors, le commun des mortels appelle ça les frais de notaire. Quand vous achetez quelque chose, vous payez des frais de notaire. Les notaires ne sont pas des gens à plaindre, mais tout cet argent-là ne leur revient pas. C'est avant tout un impôt qui va aux communes et aux départements. Alors, dans le jargon, on appelle ça le DMTO. DMTO, c'est une recette qui, à l'échelle nationale, fait 11 milliards d'euros, donc c'est pas un très gros impôt, mais c'est pas tout petit non plus. Les départements donc, touchent une part de DMTO, ces droits de mutation sont extrêmement inégaux suivant les parties du territoire français. Le grand gagnant dans cette distribution, c'est Paris, évidemment, où les prix sont élevés et les mutations généralement rapides. On trouve des départements extrêmement bien dotés sur la Côte d'Azur, et puis des départements très pauvres en DMTO dans le nord de la France, dans le Massif central. Les départements côtiers s'en tirent à peu près bien, puisqu'il y a une partie du littoral où les prix sont élevés. Eh bien, on a imaginé d'avoir des péréquations, ce qui n'est pas complètement insensé, pour mieux répartir cette ressource. Il y a aujourd'hui 4 mécanismes de péréquation des DMTO. Et dans mon budget de département, je suis créditeur à hauteur de 6 millions et débiteur à hauteur de 9 millions. Alors j'ai un solde négatif de 3. Et pourquoi est-ce qu'il y a 4 mécanismes de péréquation? C'est sans doute pour faire plus simple, et très probablement la loi de finances pour 2019 va en incorporer un nouveau à hauteur de 250 millions d'euros, ce qui n'est pas une grosse somme, suivant des critères qui ne sont pas encore connus. Et donc on a une espèce de complexification absolument maladive des mécanismes financiers entre l'État et les collectivités locales. Alors je le disais, donc des décisions qui sont prises à peu près n'importe comment et qui aboutissent à une architecture aujourd'hui des collectivités locales qui est assez indéfendable. Vous avez eu en 2015, je crois que les médias l'ont relaté, le nouveau découpage régional. Le gouvernement voulait mettre sa marque dans l'organisation territoriale de la France, et on raconte, et c'est sans doute vrai, que comme il y avait évidemment des discussions âpres et que personne ne voulait être mangé par un autre, que personne ne voulait lâcher un département au profit d'une autre région, ça a été arbitré en définitive par le président de la République, qui un soir, sur un coin de table, a fait son propre découpage. Alors il a laissé la Bretagne inchangée pour ne pas faire de peine à son ami Jean-Yves Le Drian, mais il s'en est donné à cœur joie dans d'autres régions, et on a à la fois des régions de taille à peu près raisonnable, et d'autres qui sont immenses, le Grand Est par exemple, où on a réuni l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, pour faire quelque chose qui est à peu près ingérable, et surtout qui n'a ni rime ni raison. Parce que quand on connaît la Champagne n'est pas du tout tournée ni vers la Lorraine, ni a fortiori vers l'Alsace. La Champagne est tournée vers la région parisienne, et de plus en plus, surtout avec l'autoroute, les lignes à grande vitesse. Et d'ailleurs, quand on regarde cette nouvelle carte des régions dans le prisme des transports, vous savez que les régions ont la compétence des transports ferroviaires et maintenant des transports interurbains par autocar. Donc c'est une compétence importante des régions. Les périmètres de déplacement des Français ne correspondent absolument pas au périmètre des nouvelles régions qui ont été tracées.
et notamment le Grand Est, ça saute aux yeux. Les Champenois souhaitent avoir des transports communs vers la région parisienne, alors qu'en Alsace et en Lorraine, ce n'est pas le sujet numéro un. Donc, on a adopté des frontières totalement arbitraires, déconnectées des besoins des territoires et des réalités territoriales. Aujourd'hui, quel diagnostic peut-on poser? Alors, d'abord, il y a ces communautés de communes dont je vous ai dit qu'elles avaient beaucoup d'inconvénients, qu'elles sont très mal administrées et qu'elles vident de leur substance quelque chose qui était resté très, très vivant, c'est-à-dire la commune. Et d'ailleurs, quand on interroge les Français dans un sondage, c'est toujours le maire qui est l'élu le plus apprécié, pour une raison simple, c'est que les sujets sont concrets, la proximité est là, et finalement, bon, on a des administrations municipales qui ne sont pas si mauvaises que cela. Donc on est en train de dévitaliser la commune. On a créé en 2014 des métropoles. C'est vrai qu'il y a dans notre pays des grandes villes qui ont des caractéristiques assez différentes du reste du territoire et qui sont d'ailleurs aujourd'hui les premiers vecteurs du développement démographique et économique. Mais, comme souvent en France, par démagogie, au lieu de dire que les métropoles c'était les très grandes villes et elles seulement, sous l'influence des élus, on a considéré que Orléans, Tours, Brest étaient des métropoles. Ce qui veut dire qu'on a mis dans la même catégorie des choses qui n'ont strictement rien à voir. Lyon ou Toulouse ont un vrai pouvoir d'attraction dans nos régions, absolument considérable, et une force économique qui est réelle. Brest, une région que je connais bien, Brest c'est rien, c'est une ville moyenne qui est en déclin et qui n'a aucun pouvoir d'attraction autour, et c'est néanmoins une métropole. Et en créant les métropoles, à qui on attribue des compétences, on n'a pas réglé, on essaye de le faire maintenant, la coexistence avec le département dans lequel elles sont. Alors ça a été fait dès la loi pour Lyon. On a dit en substance, Lyon et puis le reste c'est pas grand-chose, et Lyon fera tout ce que fait un département sur son territoire. Mais s'oppose quand même le problème de ce qui reste. Et on n'a pas tranché jusqu'à présent pour les autres métropoles. Si bien qu'on a un système bâtard entre départements qui s'occupent de beaucoup de choses dans les territoires des métropoles et métropoles qui voudraient prendre l'intégralité des compétences. Donc là, on a quelque chose qui est non réglé. Et les régions, je vous ai dit ce que j'en pensais, et de toute évidence, on a des structures qui sont lourdes, c'est le fameux étage en trop dans l'administration territoriale de la France, et je vous dis, aucun de mes collègues présidents de département ne le disent, mais je n'hésite pas, et ce n'est pas quelque chose que je cache, je pense réellement que les départements devraient disparaître de la carte, parce qu'on ne voit plus très bien quel est leur rôle dans ce paysage-là, et les régions, alors, c'eût été mieux si on n'avait pas agrandi démesurément le territoire de certaines d'entre elles, mais les régions pourraient faire ce que font les départements, par exemple, en matière de route, ou en matière d'entretien des collèges, puisque les régions entretiennent les lycées. C'est quand même assez remarquable de entretenir un collège, entretenir un lycée, c'est exactement pareil. L'âge des enfants n'a pas tellement de conséquences sur la manière dont on passe le balai, et construire un collège ou construire un lycée, c'est exactement le même sujet. Bon. La loi NOTRe, qui a redistribué les compétences entre les uns et les autres, a été infichue de dire les collèges, ce sera désormais construit et entretenu par les régions, puisqu'elles ont déjà les lycées. Bon. Ou le contraire, peu importe. Mais regrouper les deux n'a pas été possible parce que il fallait faire plaisir au président de l'Association des départements de France en lui laissant des compétences apparentes. Et on aboutit à ce type de choses. Alors, pour en dehors des collèges et des routes, les départements n'ont pratiquement plus que des compétences sociales. Et les compétences sociales, je vous en parlais comme illustration du fait que ce sont de fausses compétences. Quand on paye la prestation de compensation pour le handicap, quand on paye l'APA pour les personnes âgées, quand on paye le RSA pour les gens qui n'ont pas de revenus et pas d'emploi, est-ce qu'il est nécessaire
d'avoir des élus locaux, il y en a 42 dans mon département, pour faire ça. Parce qu'il n'y a pas de décision à prendre. Donc c'est du ressort d'une caisse de sécurité sociale. Donc il faudrait supprimer cet échelon-là dans le paysage français. Tout échelon d'administration a un coût. Alors, il y a le coût des élus, ce qui n'est pas totalement négligeable, et les élus veulent faire quelque chose, et surtout ils ont des services. Et ils ont tendance à vouloir avoir leur service à eux, et à accepter la multiplication des postes avec des sureffectifs qui sont absolument évidents. Dans mon département, il y a 2400 agents. Ça diminue régulièrement, puisque dès que je peux remplacer quelqu'un, je ne le remplace pas. Le département qui est juste à côté, au nord, les Côtes d'Armor, qui a 250 000 habitants de moins. 750 000 dans un cas, 500 000 dans l'autre. À 3500 agents. Et on est dans un type de collectivité où il n'y a pas beaucoup d'externalisation. Il n'y a pas, entre deux communes, quand on fait des comparaisons d'effectifs, il faut regarder si l'eau est en régie ou en délégation, il faut regarder si... Bon. Dans les départements, ce n'est pas tellement le cas, et en l'occurrence, il n'y a pas de différence de structure. Il y a simplement plus de 1000 agents de plus dans une collectivité qui s'occupe de 250 000 personnes de moins. Bon. Et ça, à l'échelle nationale, c'est absolument considérable. Et donc, supprimer un échelon, les réaffecter dans les autres collectivités, à mon avis, c'est absolument nécessaire aujourd'hui. Dans les travers des politiques publiques en France, et dont les collectivités sont également victimes, il y a l'incapacité à décider de manière nette. C'est toujours des demi-mesures. On n'ose jamais prendre une mesure catégorique en disant le département c'est fini, c'est une page de notre histoire, ça a été créé en 1790, c'était pas idiot, c'était plutôt bien découpé, à un moment de notre histoire ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, étant les autres options qui ont été prises, eh bien, on y met fin, même si ça fait pas plaisir à tous ceux qui sont élus et qui y émargent. Ça, on est incapable de le faire. De la même façon que l'État a été incapable de tirer les conséquences du transfert de compétences, en réalité, donc de responsabilités financières principalement, vers les collectivités locales pour ses propres services. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des services déconcentrés de l'État, donc dans les départements, dans les régions, qui perdurent alors même qu'ils n'ont plus rien à faire, et d'ailleurs ils n'ont plus aucun argent qui leur permettrait de faire quoi que ce soit. La misère, la disette de l'État est absolument invraisemblable. C'est-à-dire que l'État paye des fonctionnaires qui n'ont pas de crédit pour faire quoi que ce soit. C'est assez extraordinaire de voir ça. C'est-à-dire que un cas très proche de moi, qui a été responsable d'un service de grands travaux de l'équipement en Ile-de-France, pendant 2 ans, n'a pas fait de grands travaux parce qu'il n'y avait pas de crédit. C'est ça l'administration en France aujourd'hui. Et on a maintenu des services déconcentrés de l'État, donc des services directement attachés à l'État, dans les départements et les régions, qui n'ont plus de raison d'être, et on n'a pas le courage de dire on arrête. Et puis s'il y a quelques compétences résiduelles, on les transfère à d'autres collectivités, mais on arrête parce qu'il y a un moment où il faut savoir décider. Pour l'illustrer, d'une manière assez simple, est-ce que vous savez à quoi sert aujourd'hui un sous-préfet? Et dans le département, il y a un préfet, et puis il y a généralement plusieurs arrondissements avec un sous-préfet. Est-ce que vous pouvez me citer une compétence d'un sous-préfet? Couper des rubans. Couper des rubans, voilà. Voilà. Bon, aujourd'hui, mais là, c'est pas une opinion, vous pouvez prendre les textes, regarder quelles sont les compétences d'un sous-préfet. Il n'y a pas de compétences. Il n'y a pas de compétences. Alors ici, bien sûr, ils sont chargés d'assister les collectivités locales, d'aider à l'émergence des projets en ceci, en cela, de favoriser la concertation sur tel ou tel. Non, mais il n'y a rien qui soit une véritable compétence. Ils n'ont pas de service. Autrefois, on accueillait un peu de public dans les sous-préfectures pour faire des passeports ou que sais-je. Tout ça a été transféré ailleurs. Il n'y a rien. Et on maintient
plusieurs centaines de sous-préfets et de sous-préfectures en France, et tout ça ne sert à rien. Et ça, c'est tout simplement un orgueil de corps, c'est-à-dire que le corps préfectoral, pour son prestige, veut continuer à recruter, je sais pas, une dizaine d'énarques à la sortie de l'école, et pour les accueillir, il faut bien avoir des postes, et les postes sont des postes de sous-préfets, et donc garder des sous-préfectures, c'est pouvoir accueillir des sous-préfets, moyennant quoi les gens ne sont pas très heureux parce qu'ils attendent 55 ans pour être nommés préfet et pendant le reste du temps, c'est quand même un peu creux. Et tout ça est tout simplement ridicule. Et nous avons en France cette mauvaise habitude de ne pas savoir décider, de ne pas savoir trancher, de ne pas savoir tirer les conséquences et des situations et des évolutions ou des autres décisions qu'on prend par ailleurs. Alors, voilà ce panorama peut-être un peu gris que je fais des collectivités, mais je crois vraiment, je vous le disais, j'ai connu les collectivités depuis 1980, même un peu avant, en 78, 79, jusqu'à aujourd'hui. C'est véritablement une lente dégradation qui s'est produite, une absence de rationalité, énormément de changements, mais aucun qui ne soit radical, et qui soit en tout cas efficace, une complexité qui est devenue inouïe, et un ensemble qui n'est pas opérant, qui coûte cher, et qui appellerait de vraies réformes, de vraies remises en question. Mais pour cela, il faut certainement, sans doute, du courage politique, parce que dès qu'on touche aux élus, évidemment, on a affaire à des gens qui se mobilisent, qui protestent, qui expliquent que leur rôle est irremplaçable. Mais il faut surtout que, et je crois que c'est vrai de beaucoup de politiques publiques, il faut surtout que les gouvernants, les ministres, si tant est que les ministres décident quoi que ce soit, aient une idée nette de ce qu'ils veulent faire et qu'ils aient un schéma précis de ce qu'ils veulent mettre en place. Et ça, on en est dans beaucoup de cas très loin, et certainement dans le domaine des collectivités locales, depuis fort longtemps, on n'a pas eu de ministre, de Premier ministre capable d'impulser une véritable politique, et c'est ce qui aboutit au résultat que je vous décris. Je voudrais conclure, avant de répondre à poser une question, en citant, parce que tout ça est très pessimiste, mais en citant le titre d'un ouvrage d'un écrivain que j'aime beaucoup, qui fut professeur de français ici, professeur de lettres classiques, si je ne m'abuse, à Saint-Jean-de-Passy, qui est Marcel Jouandeau, un écrivain qu'on lit plus beaucoup, qui écrit dans une langue merveilleuse, en racontant ses histoires domestiques, ses disputes avec sa femme, et qui était né à Guéret, et l'un de ses livres s'appelle Chaminadour, il décrit Guéret sous le nom de Chaminadour, et Marcel Jouandeau a écrit un petit livre qui s'appelle Dans l'épouvante, le sourire aux lèvres. Je crois que c'est comment dire, ma conclusion. Nous sommes dans un pays que je considère comme finalement assez épouvantable quant à sa capacité à se doter d'une organisation convenable et à adopter les réformes qui sont nécessaires, mais ça n'empêche pas d'avoir le sourire aux lèvres. C'est sur ces mots empruntés à Marcel Jouandeau que je voulais conclure.